Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à ce webinaire organisé par le site d'appui Champagne-Ardenne de l'EREJ, consacré aux dilemmes éthiques auxquels sont confrontés les aidants dans l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avant de débuter, permettez-moi juste quelques précisions pratiques. Je vous invite à bien vouloir couper vos micros pour la durée des présentations afin de garantir une qualité d'écoute la plus optimale pour toutes et tous. Comme l'a dit Sarah, les questions on pourra les poser directement oralement à la fin, ou alors on pourra les mettre dans le chat et puis on les relaiera également. Donc, je vous informe qu'il y a encore de l'écho, c'est bizarre. Bon. Qu'il y aura un replay qui sera mis en ligne sur notre site internet par la suite. Et donc, les personnes qui devraient partir un peu plus tôt pourront tout à fait continuer à voir la suite sur le replay. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège, moi je suis très contente, ça fait longtemps qu'on voulait le faire, d'accueillir les membres de l'association France-Marne Alzheimer, donc, dont la présence enrichira indubitablement nos réflexions par rapport déjà aux situations, mais aussi à leur apport de terrain et à leur engagement auprès des personnes malades et de leurs proches. La maladie d'Alzheimer constitue l'un des défis sanitaires et sociaux majeurs de nos sociétés contemporaines. Au-delà des enjeux strictement médicaux, elle soulève des questions éthiques et sociales complexes, particulièrement pour les aidants, terme qui sera d'ailleurs à tenter d'esquisser, particulièrement complexe parce que très univoque. Enfin, peu univoque, pardon. Comment préserver l'autonomie et la dignité de la personne malade tout en assurant sa sécurité? Comment articuler le principe de bienfaisance avec le respect de la volonté du patient lorsque celle-ci s'altère progressivement? Comment les aidants peuvent-ils naviguer entre solitude et épuisement, entre devoir moral et limites personnelles? Ces interrogations, on va y réfléchir ensemble, mais elles n'appellent pas du tout des réponses absolues. Elles appellent des repères éthiques, des points de réflexion qui peuvent permettre d'éclairer la délibération dans des situations toujours singulières et souvent marquées par l'incertitude et l'ambivalence. Donc, je vous souhaite un webinaire riche en réflexion, riche en perspectives, et nous vous remercions de votre présence et de votre engagement. Avant de donner la parole à Gérard et à Francis qui sont avec nous aujourd'hui, je tiens à excuser James Michel, président de l'association, qui aurait dû être présent mais qui a un imprévu. Mais par contre, Gérard Imbaud, qui est donc le vice-président, abordera en fait les aspects que Gérard devait traiter dans son intervention. Donc, voilà, le temps du webinaire sera à peu près identique. On aura d'abord les interventions de Gérard et de Francis et ensuite on aura un temps d'échange qu'on souhaite assez important pour pouvoir voilà, partager un petit peu les réflexions. Je me tais. Je vous souhaite un bon webinaire et à tout à l'heure. Allez-y, je pense que vous pouvez parler. Qui va? Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? C'est bon? Bien, je suis Gérard Imbaud, vice-président de France Alzheimer Marne. France Alzheimer est une association d'aide familiale qui vient en aide aux familles touchées par la maladie. J'ai été aidant de ma mère diagnostiquée Alzheimer. Évidemment, le rôle d'aidant nous tombe dessus, on ne demande rien, ça nous arrive et puis on fait avec. Je l'ai maintenue à son domicile, qui était près de chez moi, le plus longtemps possible, ce qu'on fait tous, plus ou moins bien, avec des difficultés. J'ai été amené à couper le gaz, à couper l'accès au balcon. Et puis, elle est sortie à 2 reprises de son appartement. Et heureusement que des voisins qui la connaissaient l'ont ramenée chez elle parce qu'elle ne retrouvait pas le chemin. Et donc, j'ai pris la décision de l'enfermer. J'allais la voir tous les jours, mais elle ne pouvait plus sortir toute seule, ce qui a été pour moi
un déchirement moral, une atteinte à sa liberté. J'en ai parlé à son médecin traitant et il m'a dit, j'ai fait la même chose avec ma mère. Quelque part, ça m'a un peu soulagé d'avoir partagé et de me dire que je n'étais pas un mauvais fils d'avoir atteint comme ça sa liberté en privilégiant sa sécurité. Et ça m'a conforté aussi dans l'idée que je me sentais très seul et que nous aidants, on a aussi besoin de partager ce qu'on vit pour prendre les bonnes décisions, prendre le recul pour analyser la situation qui est très prenante. Ça devient, s'occuper d'une personne Alzheimer devient quelque chose d'obsessionnel. Ça arrive à occuper la totalité de nos pensées. Et même quand on n'est pas avec le malade, on est en train d'y penser en se demandant qu'est-ce qui est en train de se passer. Et donc, à partir de là, on sacrifie un certain nombre de choses. On sacrifie nos loisirs, on sacrifie notre vie professionnelle, on sacrifie nos relations sociales. Et puis, ma mère a fait une chute, elle est entrée à l'hôpital et au bout de quelques semaines à l'hôpital, on m'a dit, vous la reprenez, elle est en fauteuil roulant. J'ai pris quelques jours pour visiter les EHPAD et elle est rentrée dans un EHPAD où elle est restée 2 ans et demi. Et là, dans l'EHPAD, j'ai fait la connaissance donc, de James, dont je vous prie d'excuser l'absence ce soir pour des raisons familiales. Et j'ai compris que si on m'avait expliqué un certain nombre de choses sur la maladie, si on m'avait expliqué quel comportement je devais avoir, si on m'avait expliqué comment évoluer la maladie, j'aurais probablement évité plein d'erreurs. J'aurais probablement, je lui aurais probablement offert un cadre de vie progressivement perdre ses facultés, me bouleverser. Effectivement, nos malades ont des troubles cognitifs, c'est la définition de la maladie d'Alzheimer, ce qui veut dire une perte d'autonomie. La perte d'autonomie, c'est la capacité de gérer certains actes de la vie courante. Se laver, se nourrir, préparer à manger, faire le ménage, aller aux toilettes, etc., etc. Et progressivement, la maladie évoluant, puisque, comme vous savez, il n'y a pas de traitement, la maladie évoluant, ces troubles vont devenir de plus en plus importants et de plus en plus nombreux. C'est-à-dire qu'un malade qui était encore capable de faire quelque chose aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Et donc, c'est cette incertitude sur l'évolution de la maladie qui nous rend, nous aidants, difficile de prendre des décisions. Et puis, au-delà de la perte d'autonomie, il y a des changements de comportement. La personne, peut-être qu'elle s'énerve, peut-être que, surtout au début de la maladie, il y a des troubles dépressifs. Le malade s'aperçoit qu'il perd des capacités, qu'il y a des choses qu'il faisait qu'il a plus de mal à faire. Il cherche ses mots. Et donc, cet état-là peut générer, et assez fréquemment, des états dépressifs qui rendent l'accompagnement difficile également pour le malade qui va se renfermer sur lui et avoir une difficulté dans la relation avec les autres. La maladie, c'est aussi une incapacité à exprimer sa volonté. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on veut? Déjà, le malade ne se projette plus dans l'avenir. Hein? Si vous demandez à un malade, il fait beau, tu veux sortir? Non, je suis bien là. Voilà. Hein? Donc, le malade ne se projette plus dans l'avenir et on ne sait pas, il a du mal à exprimer sa volonté, voire même, il a du mal à exprimer s'il a mal quelque part. Il peut avoir mal à la tête, mal au ventre, mal aux dents. Il ne saura pas forcément l'exprimer et donc, nous aidants, on va constater qu'il y a un changement chez notre parent, chez notre malade, qu'il y a un changement et on ne saura pas expliquer pourquoi.
Et là aussi, ça c'est une difficulté. Difficulté d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, que rencontrent les professionnels dans les EHPAD, hein, où le changement de comportement d'un résident peut s'expliquer par un trouble, par ressentir un mal que le malade n'arrive pas à exprimer. Une incapacité donc pour le malade à exprimer sa volonté, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, comment il se sent, ce qui nous aidant va nous rendre difficile notre rôle pour lui offrir un cadre de vie agréable. Des altérations de jugement. Et donc, cet ensemble crée des risques pour la personne malade. Et c'est probablement un des soucis majeurs de l'aidant, c'est d'assurer sa sécurité. Je vous parlais de j'ai coupé le gaz, j'ai fermé, je l'ai enfermé chez elle, etc. Et donc, ce qui m'a toujours préoccupé en tant qu'aidant, et je crois que c'est assez largement partagé, c'est où je mets le curseur entre sa liberté, son autonomie, son bien-être, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, et puis sa sécurité. Où est-ce que je mets le curseur? Et le curseur que je mets aujourd'hui, faudra peut-être que demain je le mette un peu différemment. Et c'est cette vigilance à comment mon malade se comporte aujourd'hui, comment il se comporte demain, au cours de la journée. On sait par exemple que quand la nuit vient, le malade peut ressentir davantage de troubles. On sait que l'hiver, par manque de lumière, les troubles s'aggravent, etc. Et donc, il y a cette incertitude pour l'aidant de bien cerner quels sont les besoins du malade. Et malgré tous ces troubles, nous devons être guidés par un principe essentiel. Le malade reste une personne. Elle conserve, elle doit conserver sa dignité, elle mérite le respect. Même si elle nous engueule parce que, ouais, ça fait 3 jours que tu n'es pas venu. Alors, je suis venu le matin même, hein. Mais ouais, ça fait 3 jours que je ne te vois pas, tu me laisses tomber, etc. On n'a pas à monter dans les tours, on n'a pas à s'énerver. Je vous avoue que, ignorant quand ma mère était chez elle la maladie, je me suis souvent emporté à tort. Je m'en suis aperçu après. La personne conserve le droit au respect et à sa dignité. Et ça doit constamment nous, nous guider. Le problème, ça va donc être de concilier la liberté de la personne, ses choix. Non, je n'ai pas envie de sortir, je reste assis. Non, je n'ai pas envie de faire quelque chose. Ben, ça fait 2 heures que tu es dans le fauteuil à rien faire. Ben oui, mais bon, ça va comme ça. Et nous, on travaille à l'association avec des psychologues et souvent les aidants disent, oui, vous vous rendez compte, il n'est pas sorti, il veut rien faire, etc. Et nos psychologues retournent la question. Et ça gêne qui? Quand un aidant nous dit, oh ben, le matin, elle ne veut pas se lever, ça gêne qui? Ben, hier soir, elle n'a pas voulu se mettre en pyjama hein, pour dormir, elle s'est dormie habillée. Oui, c'est pas normal. Oui, mais ça gêne qui? Et donc, c'est vrai que la personne malade va perdre certaines conventions sociales, n'en aura plus conscience. Mais en même temps, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça touche à son confort, à l'envie qu'elle a d'être comme ça en ce moment? Et donc, comment ajuster le curseur entre sa liberté et sa sécurité? Comme je vous ai dit, c'est vraiment une des questions essentielles. Ce curseur doit évoluer dans le temps. Et souvent, on nous demande à l'association, oui, mais quand est-ce que je peux? Et notre réponse est avant qu'il soit trop tard. La définition la plus courte de l'enfer que je connais, c'est trop tard. Et donc, prendre les décisions en temps utile, avant qu'il y ait quelque chose. Alors, il y a des signes, il faut qu'on y soit vigilant, mais il y a des risques que je ne peux pas courir, on y reviendra.
Et donc, pour nous aidants, la difficulté va être de faire une juste appréciation de la situation. Qu'est-ce que la personne malade, elle va continuer à faire un certain nombre de choses, certes mal. Par exemple, elle va ranger les affaires où ce n'est pas leur endroit. Alors, soit dit par parenthèse, faites attention en particulier au papier. Nous, on a rencontré une famille, la malade avait fait ranger quelque part, on ne sait pas où, la carte vitale, alors qu'il y avait un rendez-vous médical l'après-midi. Donc, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il y a des précautions à prendre vis-à-vis des médicaments que doit prendre le malade, parce que le malade aura oublié qu'il les a déjà pris, il va les prendre, ou aura oublié qu'il faut les prendre. Il y a des précautions à prendre avec les produits dangereux, les produits d'entretien. Des malades peuvent avaler un produit en pensant que c'est une boisson. Et donc, être vigilant. On sait que, par ailleurs, les risques de chute sont très importants avec cette maladie. Et donc, regardons son cadre de vie. Si c'est une baignoire, on va mettre une douche avec des poignées, etc. Les risques de chute sont très importants. Et même quand l'appartement, ce qui était le cas de ma mère, est bien agencé, qu'on a fait attention, les risques de chute existent parce que je pense que c'est une des conséquences de la maladie d'accroître ce risque de façon importante. Il faut donc faire une juste appréciation et c'est probablement la principale difficulté, nous aidant à faire une juste appréciation des choses et anticiper certains risques de telle façon qu'on prenne certaines précautions en temps utile avant qu'il soit trop tard. Et pour conserver la dignité, l'autonomie de la personne, son souhait de vivre dans ce cadre-là, au rythme qu'elle veut, de manger ce qu'elle veut, etc., il y a un danger qui nous guette, c'est aussi la maltraitance, dont on n'a pas forcément conscience parce que on va s'énerver, parce que on va l'engueuler, parce qu'elle a rangé les choses là où c'est pas, parce qu'elle a rangé les clés, on ne sait pas où elles sont, parce que elle a retiré son appareil dentaire et puis on ne le retrouve pas. L'appareil auditif, ça c'est les grands classiques. Hein, et donc, les soucis qu'on accumule, nous aidants, vont faire que on a un risque de perdre patience. Nous sommes aidants, nous restons humains. Donc, on peut éviter la maltraitance simplement en connaissant le malade et en connaissant les conséquences, les troubles générés par la maladie. Et pour éviter la maltraitance, la première chose, c'est d'assurer un environnement de vie qui convienne aux malades. Même si nous, ça ne nous convient pas tout à fait, parce que, oui, ben, le malade, il se lève à 11 heures du matin, il y a des choses que je peux... Ben oui, mais c'est comme ça. Et puis, s'il veut se lever, si le malade ne veut pas se laver le matin, ben, peut-être qu'il voudra l'après-midi ou le soir. S'il n'a pas envie de manger à cette heure-là, on essayera de manger à une autre heure, etc. Je vais me permettre de vous donner 3 conseils qu'on donne tout de suite dès les entretiens. Je fais une centaine d'entretiens par an avec les familles et des entretiens d'1 heure, 1 heure et demie. Et parmi les premières choses que l'on dit, c'est quand on s'adresse à un malade, on s'adresse en le regardant. Si vous parlez au malade en tournant le dos parce que vous êtes en train de faire quelque chose, hein, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de faire la vaisselle, vous lui parlez, le malade ne vous comprendra pas. Donc, première chose, quand on s'adresse à un malade, on s'adresse en le regardant. Deuxième chose, on ne lui dit qu'une seule chose à la fois. Ouais, à demain.
On ne lui dit qu'une seule chose à la fois. Euh, T'as bien mangé à midi? Et puis, Micheline, elle est venue te voir? Le malade ne peut pas répondre, il y a deux questions. Et troisième chose importante, c'est que le malade, au fur et à mesure qu'il perd en capacité cognitive à avoir une relation orale, à discuter avec les autres, à avoir un jugement, à parler, au fur et à mesure qu'il va perdre ces capacités-là, il va développer une hypersensibilité. C'est-à-dire que on porte sur notre visage nos émotions et le malade va être extrêmement sensible à ses émotions. Je vais vous raconter une anecdote que je raconte à tous les aidants qui viennent me voir et elle est parlante. C'est un couple qui vient me voir et c'est la maman de monsieur qui est entré en EHPAD. Le monsieur, il a fait comme on fait tous, maintenir la maman le plus longtemps à domicile, puis elle est rentrée en EHPAD. Le couple va visiter la maman à l'EHPAD, dans l'EHPAD. La dame assise, les regarde, les voit arriver, elle prend la main de sa belle-fille, elle la caresse. T'es gentil, qu'elle lui dit. T'es pas comme lui, qu'elle dit en montrant son fils. Et lui, il s'énerve. Ben, je suis ton fils, quoi. Tu me reconnais pas. Tu lui as jamais caressé la main. Moi, je viens te voir tous les 3 jours et puis tu me traites comme ça. Je suis pas gentil. Et le couple n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante. C'est que le fils, en allant voir sa mère, il est soucieux. Est-ce qu'on s'occupe bien d'elle? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'on la traite bien? Est-ce est qu'elle est propre? On la change? Est-ce que, est-ce que, est-ce que son déclin cognitif s'est aggravé? Or que la belle-fille, c'est la belle-mère, certes, elle aime bien, mais elle est plus détendue. Donc elle arrive en souriant. La réaction de la dame, c'est la belle-fille, elle est souriante, tout va bien. Le fils, il est soucieux, les sourcils froncés, donc il y a un danger. Donc je m'énerve. Et donc nous qui portons nos émotions sur notre visage, on n'a pas toujours conscience de ça et on n'a pas conscience, c'est quelque chose que j'ai appris, on n'a pas conscience que le malade va être extrêmement sensible à ces émotions qu'on porte sur le visage. C'est pour ça que les malades sont très à l'aise avec les enfants, parce que les enfants, il n'y a pas de souci. Hein, ils s'amusent, ils sont gais, ils sont joyeux. Et pour ça que les malades sont très attirés par les animaux. Hein, je vous racontais une anecdote. On a une convention avec les l'EHPAD de Cormontreuil. On emmène les résidents aller faire à l'équithérapie dans un centre équestre. Évidemment, ils ne montent pas à cheval, mais ils ont des contacts avec les chevaux. Un résident qui ne parlait plus depuis des mois à l'EHPAD, il a parlé au cheval. L'animatrice, ben, vous parlez. Donc, c'est s'adapter aux besoins du malade. Et donc, pour les dents, c'est une situation difficile qu'il faut réfléchir tous les jours. Il y a 1 400 000 malades de la maladie d'Alzheimer aux maladies apparentées, 250 000 maladies à corps de Lévy. 2 millions d'aidants auprès de ces malades et en moyenne qui consacrent plus de 6 heures par jour. Et la moitié de ces aidants ont encore une activité professionnelle. Mais quand on parle d'aidants, je vais me permettre de distinguer 3 situations parce que l'approche du malade va être différente. La première situation, c'est le conjoint qui est aidant de son épouse, de son époux. Situation assez fréquente. Et là, c'est très compliqué d'être à la fois le conjoint et d'être l'aidant. Parce que c'est tout le couple qui s'est construit pendant des dizaines d'années qui est bouleversé par le changement de comportement du malade. C'est la vie du couple qui est en question. C'est
l'équilibre du couple, le partage des tâches, les discussions, l'habitude de vie ensemble, la télévision, les repas qu'on partage, le coucher, la toilette, etc. C'est toute cette vie qui va être, qui va être bouleversée par le conjoint. Et la situation pour le conjoint va être très difficile matériellement, parce qu'il faut qu'il assume matériellement un certain nombre de choses, qu'il veille au confort du malade, mais aussi psychologiquement. Être aidant pour le conjoint, c'est 24-24. C'est 24 heures. Et si le malade a des troubles de sommeil, se lève, se promène, c'est le conjoint qui va aussi voir sa santé sérieusement perturbée. L'autre aspect difficile quand c'est le conjoint qui est aidant, c'est le conjoint va essayer de maintenir l'intimité du couple et donc refuser l'aide extérieure. Et ça, c'est très fréquent. Le conjoint dit non, mais je me débrouille, hein, c'est normal que je m'occupe de mon époux, de mon épouse. J'ai besoin de personne, je sais faire. Et ça serait avoué pour eux une faiblesse, une incapacité à subvenir aux besoins du conjoint. La difficulté pour le conjoint de solliciter de l'aide. Et très souvent, nous, ce qui nous arrive, ce sont les enfants qui nous alertent sur la situation du couple, parce que l'enfant, il voit, lui, que la situation du couple devient difficile. Le conjoint est souvent âgé, donc il peut aussi avoir des troubles de santé. J'ai reçu dernièrement une dame dont les parents, l'épouse est aidante de son mari qui est non-voyant. Or, cette dame vient d'être diagnostiquée Alzheimer. Et donc, pour la fille qui vient, comment je vais faire pour aider ce couple, puisque elle va avoir des difficultés à être vraiment l'aidante de son mari handicapé. Et donc, des situations très difficiles pour le conjoint qui vont atteindre sa santé et voir le conjoint qui va essayer de maintenir l'histoire du couple, ses habitudes, de façon peut-être au-delà du raisonnable et peut-être au détriment du confort du conjoint en essayant de maintenir le mode de vie qu'on avait avant. Vous savez, la maladie d'Alzheimer, on appelle ça, les psychologues appellent ça le deuil blanc. Il faut faire le deuil de la personne qu'on a connue et apprendre à vivre avec une personne qui a un comportement différent, voire même à terme qui ne nous reconnaît même plus, qui va nous confondre. Donc, le conjoint aidant, c'est difficile. Il, il se peut, quand le parent est seul, que ce soit l'enfant qui soit aidant, et dans ce cas-là, psychologiquement, ça reste difficile, mais un peu moins difficile que le conjoint parce que l'enfant, il s'est construit en s'éloignant de ses parents, en construisant sa propre vie. Maintenant, il y a de nombreuses difficultés. L'enfant vit rarement avec son parent, ce qui veut dire pas là 24 heures sur 24. Donc, l'enfant va y aller régulièrement, va s'inquiéter régulièrement, mais il aura toujours l'inquiétude, l'angoisse, mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de grave qui est en train de se passer? L'enfant n'est pas présent 24 heures sur 24. Difficulté évidemment psychologique. Et puis pour l'enfant, une difficulté à concilier sa vie personnelle avec son rôle d'aidant. L'enfant qui a une profession, qui a toujours et toujours en activité professionnelle, comment je vais concilier mon activité professionnelle, les horaires de travail, la charge mentale du travail, avec ma propre vie familiale et avec mon rôle d'aidant qui nécessite quand même que je consacre beaucoup de temps à mon parent? Comment je vais concilier
comment je vais concilier ça. Et puis l'enfant aidant, il peut avoir une autre difficulté qu'on rencontre plus souvent que je le souhaiterais, c'est les tensions dans la fratrie. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs frères et sœurs, il y a un aidant principal, souvent la sœur, souvent la fille. C'est normal, tu es la fille, c'est à toi de t'occuper de ta mère. Hein. Mais l'aidant principal va être sous l'œil critique de ses frères et sœurs. Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Il fallait pas faire ça, etc. Et donc, ça devient très compliqué pour l'aidant de jouer son rôle. Et puis enfin, dernière situation, on a vu le conjoint aidant, on a vu l'enfant aidant de son parent isolé, et maintenant, on a aussi la situation de l'enfant aidant du couple. Hein. Parce que l'enfant, lui, s'aperçoit que la vie du couple que le conjoint essaye de maintenir comme c'était avant, ça pose énormément de problèmes. Ça ne va plus être possible. Il y a des problèmes de nourriture, il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de vie administrative, etc. Et donc, l'enfant s'aperçoit souvent. C'est-à-dire que l'enfant va être non seulement aidant de son parent malade, Alzheimer, mais il va aussi se retrouver bien souvent aidant du conjoint qui aide son conjoint malade. Et donc, l'aidant va se retrouver très souvent aidant du couple et veiller à la santé de chacun. Parce que l'aidant va s'épuiser. Les aidants s'épuisent. Nous avons un certain nombre de statistiques. 30% des aidants décèdent avant le malade par épuisement. 60% des aidants développent des pathologies qui sont liées à leur rôle d'aidant. Nous avons été en relation avec une interne de médecine qui a fait sa thèse de médecine sur les maladies développées par les aidants du fait de leur rôle. Et il commence à y avoir une sensibilisation du corps médical, des médecins traitants, pour aborder cette situation de telle façon que quand l'aidant va voir son médecin parce qu'il se sent fatigué, il dort plus, il a des soucis, il a mal dans le dos, etc. Eh bien, qu'on puisse analyser la situation et mesurer combien son rôle d'aidant entre dans la pathologie de telle façon que qu'on aborde bien les choses. Le rôle d'aidant, que ce soit le conjoint, l'enfant, c'est vraiment déjà le suivi des soins. Très souvent, les malades nécessitent un certain nombre de soins parce que très souvent, au-delà de la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres pathologies qui nécessitent des soins réguliers. Le rôle de l'aidant, c'est aussi l'accompagnement dans les activités domestiques. C'est veiller à un cadre de vie qui soit sain. Une maison dont le ménage est quand même fait régulièrement. Veiller à la nourriture. La plupart des malades perdent du poids. J'ai connu une malade qui ne faisait plus que 40 kilos parce que beaucoup de malades perdent de l'appétit, n'ont plus faim, ne ressentent plus le besoin de boire. Et donc, nous aidants, on a déjà à être vigilants sur ces aspects-là. Et puis, pour les dents, ça va être comment je concilie mon rôle d'aidant avec le restant de ma vie, avec mes relations sociales, mes loisirs. Eh bien souvent, l'aidant va sacrifier parce que s'il est parti jouer aux boules avec les copains alors que la maman, elle est toute seule dans son appartement, il va pas être à l'aise, il va culpabiliser. Ça va, hein, bon, ça va pas aller. Et donc, l'aidant doit veiller à
maintenir son propre équilibre. Pas par égoïsme, parce que on a besoin d'un aidant en bonne santé, en forme, pour continuer à être aidant. Et donc, comme on l'a dit, le dilemme de l'aidant, principalement, ça va être de placer les curseurs au bon équilibre entre la liberté du malade, sa dignité, le respect de ses désirs et d'autre part sa sécurité. Et là, je voudrais évoquer avec vous 4 moments difficiles dans la vie d'aidant, 4 décisions difficiles qui nécessitent vraiment des options. Première difficulté auquel nous aidants on peut être confronté, l'interdiction de conduire. Vous savez que quand le diagnostic est posé, et même au début de la maladie, quand le diagnostic d'une maladie neurodégénérative est posé, la personne n'a plus le droit de conduire. Et combien de couples je reçois sur cette difficulté, combien de familles je reçois sur cette difficulté. Il continue de conduire, mais c'est un trajet, il a l'habitude de le faire, et puis je suis à côté de lui. Attention, s'il y a un accident, l'assurance ne couvrira pas en disant il y a eu une aggravation du risque dont je n'ai pas été informé. Donc, ce qu'on dit aux familles, et très souvent la question nous est posée, d'ailleurs très souvent ils ignorent que le malade n'a pas le droit de conduire. Et donc, être vigilant sur cette question de conduire. J'ouvre une parenthèse, il est possible, mais après avis d'un médecin agréé en matière de conduire, que le médecin donne une autorisation temporaire et limitée sur la conduite. Mais en dehors de ce cas-là, le principe demeure, il est interdit pour un malade diagnostiqué de conduire. Et vous imaginez la privation de liberté que c'est, en particulier pour des personnes qui habitent à la campagne, dont c'est le seul moyen. C'est vraiment le symbole de l'autonomie. Je prends la voiture pour aller où je veux. Et donc là, on assiste à différentes stratégies de la part des aidants. Je cache les clés, je mets la voiture en panne, je cache les clés. Le malade cherche les clés. Ah, ben, je ne sais pas où tu les as mises, etc. Mais c'est moralement douloureux à supporter. Donc, première situation. Deuxième situation qui est difficile pour les dents, en particulier quand il y a un couple, mais pas seulement, c'est l'appel à une aide extérieure. Combien de fois nous constatons le refus du couple qu'il y ait une aide ménagère, qu'il y ait même une infirmière pour la toilette, qu'il y ait une aide pour les repas, qu'il y ait une aide pour le ménage, parce que, et très souvent, c'est la génération, la femme qui se sent responsable du ménage dans la maison, mais c'est mon travail. Et donc, qu'il y ait quelqu'un qui vienne dans l'intimité du couple pour assurer des tâches dont le malade se sent privé, c'est très difficile, c'est très douloureux, c'est très compliqué. Mais, encore une fois, l'arbitrage doit se faire en fonction du confort et de la sécurité du malade. Troisième situation qui pose des problèmes éthiques à l'aidant, ça va être la mise en œuvre d'une protection juridique. Habilitation familiale, curatelle, tutelle. Et très souvent, la question que les familles nous posent, à partir de quand? Quand est-ce qu'il faut qu'on mette le malade sous curatelle, sous tutelle? Et comme d'habitude, la réponse est avant qu'il soit trop tard. Et surtout, quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, quand il y a un patrimoine à gérer, quand on est obligé de vendre la maison pour payer l'EHPAD, quand on est, etc., il y a un certain nombre de situations. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faudra, grosso modo, 1 an entre la saisine du juge des tutelles et la décision pour que la protection soit effective. Et qu'en 1 an, il peut se passer beaucoup de choses. Là aussi, nous,
France Alzheimer, on peut aider les familles à anticiper et à organiser ces situations. Et puis, et surtout, dernière situation délicate pour les dents, ô combien délicate, la décision d'entrer en établissement. Le maintien à domicile n'est plus possible. Et très souvent, les familles nous disent, mais quand est-ce qu'il faut? Et là aussi, avant qu'il soit trop tard, c'est-à-dire quand vraiment le maintien à domicile devient trop difficile, trop problématique, quand le malade risque des situations graves pour sa santé, pour sa sécurité. Et là, c'est une décision difficile. Ce que nous disent toutes les familles confrontées à cette décision, c'est j'ai l'impression de l'abandonner. Et la difficulté pour les dents, elle est encore accrue par le fait que, normalement, il faut respecter la décision du malade. Mais le malade n'est souvent plus en état d'exprimer un consentement sur, cette entrée en institution. Et puis, les dents, il est très souvent confronté au regard des autres, au regard de la fratrie. Mais comment ça, tu n'es plus capable de t'en occuper? Tu sais bien elle a toujours dit qu'elle voulait surtout pas finir ses jours en EHPAD. Hein. Démerde-toi. Et cette décision, et très souvent on vient nous en parler, parce que l'aidant a besoin de partager, de justifier, d'expliquer, d'être conforté. Ça n'est jamais de gaieté de cœur. Comme m'a dit un directeur d'EHPAD, moi je ne rêve pas de finir ma vie en EHPAD. Et il sait de quoi il parle. Mais et décision d'autant plus douloureuse depuis les scandales qui ont émergé sur la gestion des EHPAD. Hein, la maltraitance, soyons clairs, la maltraitance qui peut exister dans certains établissements. Et puis, pour les dents, il y a la prise de décision. Mais il y a aussi dans quel établissement. Et est-ce que c'est un bon établissement? Et puis, les moyens de payer tous les mois, ça revient vite, etc., etc. Donc, j'ai sorti 4 moments difficiles hein, dans les décisions à prendre de l'aidant. Et sur ces décisions, la question qui se pose, c'est évidemment sur quels critères, à quel moment. Il y a vraiment 2 questions. Des questions. Quels critères? À quel moment? Et surtout, est-ce que les décisions que je prends, est-ce que c'est proportionné? Et ça, nous aidants, c'est toujours cette question qu'on a en tête. Est-ce que j'en fais trop ou est-ce que je n'en fais pas assez? Est-ce que j'en fais trop au détriment de l'autonomie de mon malade, de ce qu'il voudrait, de la façon dont il se sent, etc. Ou est-ce que j'en fais pas assez et que là, si j'avais fait ça, on le voit souvent après coup, hein, si j'avais fait ça, ben, ça aurait été mieux. Et donc, les dents développent très souvent, à partir de cette interrogation, une culpabilité. Culpabilité accrue par ce que nous, aidants, on vit. Et d'ailleurs, ce que nous disent les aidants, c'est à qui j'en parle de ce que je vis. J'en parle à mes collègues. Oh, mon pauvre. Et puis, c'est terminé. Hein? Ah, ben, ma mère a été diagnostiquée Alzheimer. Ah, mon pauvre. Et puis voilà, on passe à autre chose. Mais à qui je parle? À qui j'exprime les décisions que je suis amené à prendre pour voir si je ne fais pas fausse route, si je fais une bonne analyse, etc. Et donc,
Si on veut être un bon aidant, il y a une nécessité, c'est déjà qu'on se reconnaisse soi-même dans notre rôle d'aidant avec ce que ça comporte comme responsabilité, comme devoir. Très souvent, je ne suis pas aidant, hein, je suis le conjoint ou je suis le fils, je suis la fille. Et si je m'en occupe, c'est parce que je suis son fils ou je suis sa fille. Je l'aime, c'est ma mère, c'est mon père. Certes, mais en plus de ça, on a hérité d'un nouveau rôle vis-à-vis de notre parent. Et ce rôle, il faut qu'on l'assume avec compétence et en toute connaissance de cause. Et donc, il est nécessaire pour l'aidant qui souffre souvent d'un sentiment de solitude dans son rôle. À qui j'en parle? Chez personne. À qui j'en parlais? Et puis, je ne veux pas embêter les autres avec ça. Je me débrouille. Je ne veux pas embêter. Je ne veux pas embêter mes collègues, je ne veux pas embêter mes enfants, je ne veux pas embêter. Hein? Je me débrouille. Sauf que l'aidant, dans sa solitude, a du mal à prendre les décisions parce qu'il n'arrive pas à confronter sa prise de décision avec un autre point de vue, avec un raisonnement. Est-ce que tu as pris ça en compte? Et puis si on faisait comme ça, etc. Et il est nécessaire pour l'aidant, premièrement, de se former et deuxièmement, de partager. De se former, excusez-moi de faire un peu de pub pour France Alzheimer, mais nous sommes un organisme de formation agréé et nous formons, Francis en a bénéficié aussi, nous formons les aidants à être aidants sur 14 heures. Et je précise tout de suite que tout ce que nous faisons, les entretiens, les formations, les groupes de parole, etc., tout est gratuit et nous sommes à disposition de toutes les familles. Et nous organisons des groupes de parole et 2 heures, 3 heures. Et quand le groupe est terminé, quand la formation est terminée, on quitte la salle et on voit les personnes qui se parlent encore sur le parking pendant une demi-heure pour échanger. Parce que le besoin d'échanger, le besoin de partager, vous verriez le nombre de personnes qui nous remercient d'avoir offert cette possibilité d'expression, de partage. Il y a une aidante qui maintenant est bénévole chez nous, qui nous a dit « Vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé. Je ne serais plus là pour en parler si vous n'aviez pas été là. » Et donc, l'aidant, on le sait, a du mal à demander de l'aide. Je me débrouille. Hein. Je suis son conjoint, je suis son fils, je suis sa fille, je vois bien ce qu'il faut faire. Eh bien non, pas tant que ça. Et puis surtout, si on veut continuer à être aidant dans les meilleures conditions, il faut que l'on apprenne ce que c'est que cette maladie, comment se comporter, comment elle évolue, comment je peux offrir une assistance la meilleure possible auprès de mon malade en anticipant les difficultés qui pourraient arriver afin de vivre sereinement, le plus sereinement possible, la situation dans laquelle je suis. Je vous remercie de votre attention. Francis. Oui. Donc moi, je vais vous parler de manière un peu, même beaucoup plus subjective. Je vais vous faire part de mon témoignage d'aidant. D'abord, pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, moi, je suis cerné depuis, je ne dirais pas ma tendre enfance, mais presque. Ma mère en a souffert. Sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère, en a souffert. Ma femme, actuellement, en souffre. Et sa mère en est morte. Et sa grand-mère aussi. Donc, et même, j'ai mon frère dont la femme est aussi atteinte et actuellement aussi en EHPAD. Donc, j'ai une vision un peu sur les deux aspects qu'a évoqué Gérard dans la situation des aidants. Donc, en tant que fils, mais là, il y a 50 ans, c'était un peu différent. Il y a 50 ans, les choses n'étaient pas
ce qu'elles sont maintenant. Donc, j'étais parfaitement ignorant de tout ce qui pouvait tourner autour de cette maladie. Bon, on appelait très rarement Alzheimer, on parlait de démence sénile. Le mot est devenu très péjoratif, mais à l'époque, ça l'était déjà aussi beaucoup. Hein. Et pour ma mère qui m'avait eu tard, m'avait dit à une époque que je serais son bâton de vieillesse. Ah bah, elle s'est pas trompée à un certain point de vue. Donc, mes frères et sœurs se sont barrés avec l'âge. C'était déjà plus vieux que moi, bien sûr, moi j'étais le dernier. Et je leur en veux pas, je veux dire, ils n'ont pas été spécialement méchants à mon égard par rapport à la manière dont je menais les danses assez minimes d'ailleurs que je faisais à l'époque. Euh, il y a des phases donc, que je vais retrouver en tant que aidant conjoint, mais le souvenir que j'en ai, c'est forcément déformé à 50 ans d'écart, c'est que c'était moins dur. Les dangers de la vie sociale de l'époque n'étaient pas ceux de maintenant. Et, et le fait d'être fils, enfin, la différence que je peux faire à cette étape de mon témoignage, c'est qu'on n'est pas dans la même, Gérard l'a évoqué, mais on n'est pas dans la même situation. Et je pense que l'enfant est beaucoup plus culpabilisé par la situation que ne l'est le mari. Je vous expliquerai pourquoi, comment dans la situation de conjoint, les choses ont évolué. Il y a cette histoire de culpabilité, et puis comme je vous l'ai dit, euh, la différence du traitement social de l'époque. Donc, pour ce qui concerne ma situation de mari, de conjoint, donc qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle est encore actuelle, en ayant un regard rétrospectif sur cette vie qui était la mienne, je fais une espèce de périodisation des différentes phases de la maladie et de son impact sur moi en tant qu'aidant. Donc je vois 4 phases, une durée qui est bien sûr objective par rapport à la manière dont je la conçois maintenant. Donc, la première phase que j'appelle la phase d'évaporation cognitive, qui a duré, qui doit durer, à mon avis, c'est à peu près pour tout le monde pareil, entre 8 et 10 ans. Et c'est là que les choses sont très, très progressives. Hein, on n'est pas tout de suite dans les aspects un peu graves qu'a évoqué Gérard, ça évidemment, hein, mais dans toute la première période d'évasion cognitive, tout l'essentiel, c'est pour ça que j'ai parlé de garder les dehors de la civilité. Ça a été l'essentiel de ma vie et de celle de ma femme au fur et à mesure des pertes cognitives qui la touchaient. Et elle se prêtait beaucoup au jeu, et moi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais, je n'ai jamais abordé avec elle frontalement le fait qu'elle était malade, qu'elle avait cette maladie dont elle n'ignorait pas grand-chose non plus, puisqu'elle avait vécu la perte cognitive de sa mère, et même elle l'avait amené chez un neurologue au moment du fameux diagnostic, qui va lui arriver bien après aussi à ma femme. Donc, cette question du déni dont on parle beaucoup, tu ne l'as pas évoqué, je ne l'ai jamais vécu comme un déni. On n'a jamais nié, ni elle ni moi, qu'elle avait la maladie. On a fait comme si elle n'avait pas, avec les difficultés que ça représente, dont Gérard les a évoquées pour tout le monde. Mais bon, ma femme avait eu beaucoup de responsabilités, elle avait été adjointe au maire, elle avait eu il y a vraiment du point de vue social, beaucoup de choses. Donc, j'ai maintenu, autant que je l'ai pu, le fait qu'elle allait dans les assemblées générales, le fait qu'on allait à des vernissages ou des choses comme ça. Elle a même fait, quand elle a été atteinte d'un cancer du sein, quelques décennies au moins avant que Alzheimer ne devienne fort, et elle a contribué à créer un club de femmes atteintes du cancer du sein qui s'appelle à Reims encore, et ça existe encore, les Dragon Boat. Et donc, elle a beaucoup fait autour de ça. Et à l'époque de ça aussi, la question de l'outing, c'est-à-dire de dire à l'époque on avait un cancer du sein, c'était pas facile. Pas facile du tout. Et elle a contribué donc à libérer un peu la parole de ce point de vue-là. Donc, quand c'est arrivé sur Alzheimer, les choses se sont présentées différemment. On n'a pas
eu ni envie, ni même ça ne nous est pas paru nécessaire d'aller dire que ben, voilà, les pertes cognitives, d'autant qu'elle les cachait assez bien, et moi aussi, donc, il y a toute une phase où on ne prête pas forcément attention à ces pertes cognitives, et d'autant qu'elle avait tendance à les dissimuler un peu. Bon, moi, j'étais un peu prévenu de ce qui pouvait arriver au fur et à mesure du développement des pertes cognitives. Et il y a eu un moment où, effectivement, c'est devenu un peu plus difficile. Par exemple, quand on allait au supermarché, parce qu'évidemment, le supermarché lequel, elle avait tendance à dire bonjour à tout le monde. Ce qui n'était pas tout à fait gênant. Une fois, une dame qui s'en est prise à elle en disant bah, qu'est-ce que ça, on ne se connaît pas, tout ça. Bon, j'ai essayé de calmer le jeu en disant au mari de la dame que ben, la femme ne suivait pas très bien les choses. Une autre fois, c'était aux alentours de la Toussaint, on va au cimetière, c'est la mode à l'époque, de la Toussaint. Et donc là, on croise une dame déjà assez âgée et ma femme lui dit bonjour, comme elle dit bonjour à tout le monde. La femme lui dit mais ben, je ne connais pas tout ça. La femme fait semblant de ne pas entendre, pas connaître. Et bon, c'est moi qui prends le relais, comme c'était souvent le cas quand elle était en difficulté, notamment dans les AG. Elle avait tendance à répondre toujours oui à ce que disaient ses interlocuteurs. Et c'est là qu'on se rend compte que les gens ont souvent envie de parler d'eux-mêmes. Donc, elle laissait parler, elle disait oui. De temps en temps, elle se rendait compte qu'il n'aurait pas fallu dire oui, il aurait fallu dire non. Donc, elle se rattrapait, elle disait non. Et des fois, c'était beaucoup plus compliqué. Mais comme je n'étais pas très loin, c'est moi qui apportais les réponses pour autant que je les connaisse. Donc, pour revenir au cimetière, là, je dis à la dame, elle disait, mais oh, la dame s'est retournée et elle a fui, comme si elle avait vu le diable en face. Ben oui, effectivement, hein, ça peut arriver et malheureusement, ça arrive à beaucoup de monde. Donc, dans cette phase donc, où la vie n'a pas été si difficile pour moi, donc je ne peux pas trop m'en plaindre finalement de cette période de 5-6 ans. Bon, certes, il y a les pertes, certes, il faut s'adapter, c'est pas facile. Je n'avais pas le souci, comme l'a évoqué Gérard, de savoir si je faisais bien ou si je faisais mal. On faisait les choses comme ça, elle et moi, comme ça se trouvait. Bon, bien sûr, c'était 24 heures sur 24, mais dans les phases antérieures, elle me laissait, j'allais faire les courses tout seul à des moments, j'allais dans mes occupations associatives aussi, elle restait seule à la maison, elle lisait, enfin, du moins, première étape, où elle faisait semblant de lire, parce que dans ce qui va arriver, malheureusement, ce sont les désapprentissages. Et là, on va passer à ce que j'appelle, la deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'enfer domestique. Et cette phase, moi, je l'estime d'environ 1 à 2 ans. Et là, les pertes, Gérard vous en a parlé, notamment les désapprentissages. Alors, ça commence par. Ça commence, moi, je suis aperçu quand elle a pu réussir à écrire correctement. Et c'est là, d'ailleurs, où on a pris, puisque c'est pas opposé, la décision d'aller voir un neurologue pour diagnostiquer. Diagnostic. Bon, au moment où on a pris la décision, enfin, on savait déjà bien de quoi il retournait, hein, puisqu'on avait déjà vécu ça à d'autres moments. Donc, on a eu droit au fameux test, c'est M25, c'est ça? Oh, celui-là est bien. On est à quel étage? Quel est le président de la République? Bon, évidemment, bon, on voit bien que les réponses ne sont pas bonnes. Donc ça, c'est la phase de diagnostic. Donc du coup, c'est l'IRM. Et l'IRM, on ne voyait rien. Bon, mince. On n'a pas eu un sursaut positif à se dire, ah, c'est peut-être pas ça. Ça aurait pu être autre chose, ça n'aurait pas été mieux. Donc, le neurologue nous a dit, bon, ben, on ne voit rien, mais vu le test M25, on va faire la ponction lombaire, qui est, je crois, actuellement encore la seule chose à peu près certaine. Donc, évidemment, ça n'a pas loupé, c'était bien, effectivement, la maladie d'Alzheimer. Donc, pour en revenir à ces histoires de désapprentissage dans la phase que j'appelle, moi, d'enfer domestique, Gérard l'a déjà évoqué aussi, quand on faisait
enfin, c'est souvent moi déjà, même avant, qui préparait les repas, puisque moi j'étais en retraite avant elle, et elle avait encore une occupation à la mairie. Donc, de ce point de vue-là, ça ne m'a pas beaucoup bouleversé, si ce n'est que elle voulait m'aider de temps en temps, donc je faisais éplucher les légumes, enfin des tâches assez simples de la vie domestique. Et puis, ça s'empirait. Maman, elle prenait l'économiseur de légumes à l'envers. Donc, bon, j'essayais de le remettre à l'endroit, d'essayer d'être pas trop. Je vois bien qu'elle souffrait. Je crois que c'est là où, pour nous, aidants conjoints, parce que c'est pas pareil, à mon avis, pour les enfants, parce qu'ils ne voient pas tout ça à la même vitesse. Mais pour nous, c'est difficile à vivre. Alors, soit, mais ce n'était pas mon cas, on lui reproche ces pertes d'habilité. Soit on fait comme moi, on évite, mais ça ne peut pas aller très très loin ni très longtemps, parce que dans ces phases, donc elle perd d'abord l'écriture, puis elle perd la lecture. Dans la lecture, avec les phases où elle faisait semblant, pour garder dehors d'assiduité, donc je me suis bien aperçu très vite qu'elle lisait toujours le même livre, alors que c'était une grande lectrice, beaucoup lu. Donc bon, j'ai essayé de ne pas en lire un autre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai vu qu'elle lisait toujours la même page. Et après, elle ne lisait plus du tout. Donc, ça, c'était aussi important. Parce que c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, son autonomie était perdue. Il fallait que je sois de plus en plus présent à ses côtés parce qu'elle pouvait faire autre chose. En plus, elle faisait des performances artistiques. Elle allait chercher on a un jardin, donc elle allait chercher des feuilles, elle mettait des feuilles dans tous les coins, des petits tas de feuilles, quoi que ça correspondait. Essayé de lui dire que ces feuilles-là étaient mieux dehors, le jardin, mais bon, continuait. Nous avons j'ai encore un chat, et elle a l'habitude de le nourrir. C'est pas moi qui m'occupais généralement de nourrir le chat. Et alors, elle lui faisait des espèces de, comment dirait, pour les enfants, des cacabouillas. C'est-à-dire qu'elle mettait bien, elle mélangeait des croquettes avec du café, avec du papier sopalin. Et le chat il se fâchait, il n'était pas content. Il devenait aussi tout à fait impossible aussi à gérer. Il montait partout. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, je reprenais pour pas que le chat meure de faim. Sûr, on s'empoisonne. Il y avait donc tout cet aspect-là dans cette phase d'enfer domestique. Et puis, j'avais vu un neurologue, non, le médecin qui s'occupe des personnes âgées, Gériatre. un gériatre, bien connu, sympathique comme tout, qui m'a dit, ben oui, parce qu'il arrive un moment où elle me suivait à la trace. C'est-à-dire qu'elle était toujours, constamment derrière moi. Donc, elle me dit, ben, c'est votre totem. Ah bon, d'accord, hein, c'est pas très marrant tout ça. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, comme j'étais un peu au courant de ce qui se passait, puisque j'avais déjà vu James, président d'Alzheimer, je connaissais aussi quelqu'un qui travaillait dans les questions gérontologiques. Donc, je connaissais un peu le tableau des dispositifs qui pouvaient exister, notamment le dispositif via trajectoire et toutes les aides qu'on pouvait aussi avoir via trajectoire, notamment, c'est-à-dire les placements temporaires. Alors, il y a d'abord ceux d'une journée. L'accueil du jour. L'accueil de jour, qui peut être d'une journée jusqu'à 3 jours, suivant dans les établissements publics, c'est 3 maxi, dans les privés, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc ça, pour nous aidants, c'est extrêmement favorable. C'est vraiment un répit important. Donc, je partais le matin, manger sur place et revenir le soir. Donc, et c'était un bus. J'ai appris à un moment donné qu'on pouvait prendre le bus qui s'appelait Tréma, je crois, ici, et qui venait la chercher. Bon, pour garder des heures de la civilité, on disait que c'était le taxi qui venait la prendre. Bon. Ça a duré un petit moment, mais comme la baisse cognitive empirait de jour en jour, de semaine en semaine. Donc,
je suis passé à l'accueil temporaire, qui peut être d'une semaine jusqu'à, je crois, 3 mois maximum pour une même personne. Donc, j'ai échelonné un peu ces choses. Donc, Gérard a parlé de l'histoire du permis de conduire. Effectivement, ça aussi, ça a été pour moi une étape importante parce que pendant un temps, elle continuait à voir son activité au Dragon Boat, donc aller faire du bateau tous les samedis. Et elle allait de chez moi au Régat, Trévoise, où ça se passe. Elle y allait en voiture. Et je craignais un peu de la voir partir seule avec sa voiture. Et un jour, elle allait partir, elle revient, elle me montre la clé de la voiture et elle me dit comment on fait. Je lui montre, puis pareil, une fois d'après, pour la marche arrière, comment on passe. Oh, et là, il est temps de décider d'arrêter de l'avoir conduire. Donc, il se trouvait que j'avais un petit-neveu qui venait d'avoir le permis de conduire et qui avait besoin d'une voiture. Donc, j'ai dit, oh, on va lui donner ta voiture. Bon, elle ne s'est pas du tout fâchée de la faire, ça fait plaisir à sa nièce, tout ça. Bon. Très bien, la question du permis a été, enfin, du permis de conduire, de sa conduite, a été réglée de cette manière-là. Donc, pour en revenir au placement temporaire, quelque chose de très, à mon avis, pour nous, aidant, c'est très bien, mais aussi ça m'a permis de comprendre quelque chose dans la vie des malades d'Alzheimer, en l'occurrence ma femme, c'est que on parle toujours de la perte des repères. Eh bien, moi, je dis c'est une très bonne chose qu'ils perdent les repères. Parce que les repères deviennent pour eux, dans la phase où je parle là, de l'enferme mystique, deviennent pour eux une véritable torture. C'est-à-dire que c'est les repères de leurs incompétences qui arrivent. C'est-à-dire, vous parlez de l'économiseur, mais quand elles se rendent compte que ça, elles en souffrent. Tandis que quand ils sont parce que c'est dans les EHPAD, dans les unités de vie protégées, où on peut les placer pendant une semaine jusqu'à 3 mois, il n'y a plus du tout ces questions-là. Il y a presque rien dans l'environnement, donc il n'y a pas de trucs. Et puis il n'y a plus d'objets qui vont lui permettre de voir qu'elle ne peut plus faire ce qu'elle faisait avant. Donc ça, je trouve, et c'est pour ça que le placement définitif pour nous, aidants conjoints, est beaucoup moins dur, je crois, que ce ne l'est pour les enfants qui ne se rendent pas compte de ces aspects-là. Donc, avant d'en arriver à la question des pattes, donc il y a ces choses qui nous amènent vers cette décision. Enfin, l'enfer domestique va arriver à ce que j'appelle moi le point de rupture. Le point de rupture, pour moi, comme pour beaucoup à mon avis, c'est le moment où ça devient impossible pour nous, d'aidants, à continuer d'assister la personne, le malade, 24 heures sur 24, parce qu'effectivement, à partir de cette phase, on ne peut plus laisser la malade seule. Donc j'ai eu les symptômes qui sont souvent décrits. Hein. Le fait d'abord de l'affût, j'ai eu droit aussi à l'affût, c'est-à-dire elle est sortie, à un moment où j'allais encore seul faire les courses, elle est sortie et elle est partie. Et je ne savais bon, je me doutais que ça allait arriver, parce que c'est déjà arrivé à ma mère, donc je savais bien, je tendais le dos quand même. Je savais bien que ça allait arriver, et c'est évidemment arrivé. Donc là, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, je vais à la police, j'attends 1 heure, bon, et la policière qui m'a reçu, qui est tout à fait convenable, elle fait son métier parfaitement, quoi. Elle m'a dit, bon, ben, voilà, vous me donnez une photo de la personne, on va la diffuser à toutes nos patrouilles, et puis s'il la voit, donc, et il me dit, si c'est vous qui la retrouvez en premier, vous me signalez. Et il s'est trouvé qu'un voisin m'a dit, non, que j'avais averti que ma femme était partie en fuite. Il avait une idée, les gens, comme les enfants, ils vont tout droit et vers le soleil, je sais pas quoi.
Donc, il a pris cette option-là, il allait tout droit, bah, on est arrivé vers un mur, après il a pris à droite, heureusement, et pareil, il a tourné tout droit, et il l'a trouvé. Elle était partie au moins quelques kilomètres, hein, il l'a retrouvée, et il a fait monter dans la voiture, mais elle n'a mis aucun obstacle, aucun rien, elle est entrée avec lui, je ne sais pas si elle l'avait reconnu, comme elle est rentrée avec n'importe qui d'autre, quoi. Alors, ça, donc cet aspect-là qui est vraiment, on arrive au bord du point de rupture, il y a ça, plus les histoires d'incontinence. Alors ça aussi, c'est terrible à gérer pour les aidants. Il y a ça, et puis la non-reconnaissance, non-reconnaissance des personnes. J'arrivais à un moment, je ne savais plus si elle me reconnaissait en tant que j'étais son mari ou pas. J'ai l'impression qu'elle me reconnaissait parce que j'étais le totem, mais il n'y avait plus rien. Donc là, j'ai eu les placements temporaires. Donc là, j'arrivais à la phase ultime. Et là, j'ai eu le moment que j'appelle de point de rupture. J'ai dit, là, je ne peux plus. Elle refusait la toilette. Elle me disait non, complètement les aspects, les comportements qu'elle n'avait jamais eu à mon égard, parce que là-dessus, c'est très, très agréable. Je ne vais pas en plaindre, au contraire, j'ai peut-être même eu de la chance dans la gestion de sa maladie et de la manière dont j'ai vécu, mais là, il y a eu un jour, je me suis dit non, là, je ne peux plus. Et je lui dis comme ça, mais dans une espèce de logorée pour moi-même, je lui dis, tu te rends compte à quel point tu me fais des... Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me réponde. Elle me répond, oui, je ne me rends pas compte. Ça m'a foutu un de ses coups. Et là, ma décision a été prise et bon, j'ai pris la décision. C'était difficile de trouver un EHPAD de libre, parce qu'à Reims, pas question. Elle m'a dit, même si elle avait été à Roux pendant les 3 mois possibles, elle a fait les 3 mois, nous on ne peut plus. Donc là, il y a le dispositif via la trajectoire, mais là c'est pareil, et normalement il faut attendre. Moi j'ai essayé de me débrouiller, de trouver un EHPAD, c'était assez loin, c'est à l'autre bout du département où elle est encore maintenant. Donc c'est ça le point de rupture. Et après, c'est là que je situe le deuil blanc, même tu mets un peu avant, mais c'est au moment où le malade est dans l'EHPAD. Alors là, notre position à nous, et donc je veux dire, avant l'EHPAD, au moment du point de rupture, il y a 3 solutions pour les dents. Soit il y a mort d'un des 2 protagonistes, on peut arriver, c'est pas très courant, mais ça arrive. Soit c'est le meurtre, c'est-à-dire que les dents tuent son malade, et parfois se tuent aussi. Vous en avez entendu certainement, il y a eu quelques mois, très Jules, je crois, quelque chose comme ça. Ça arrive. Et ce qui est le plus courant, malheureusement, c'est l'abandon, ce que j'ai appelé l'abandon. Soit c'est les dents qui se suicident, manière de fuir, c'est la fuite en quelque sorte. Il peut y avoir aussi des fuites réelles, ça j'en ai rarement entendu parler. Et puis la solution la plus raisonnable en quelque sorte, c'est le placement. Et c'est aussi une forme d'abandon. Mais on ne peut plus faire autrement. Donc le deuil blanc, c'était à partir du moment où la personne entre dans l'EHPAD, sont dans les unités de vie protégées. Il faut bien voir que pour ce qui est des EHPAD, il y a un endroit qui s'appelle unité de vie protégée qui est fermé. C'est-à-dire les malades ne peuvent pas sortir. D'ailleurs, vous avez un digicode, et le numéro de digicode est inscrit au-dessus, et les malades, évidemment, ne savent plus lire, ils ne peuvent pas sortir. Donc, Gérard parlait de la question sur bloquer la liberté, et tout ça, que ça pouvait poser des problèmes. Ce qui, bon, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Je crois que pour les autres maris, comme moi, que je rencontre au sein de l'EHPAD, j'en ai jamais vu qui éprouvaient de la culpabilité d'avoir placé leur femme.
on parle, même si eux, là, il y a plusieurs solutions aussi par rapport à l'aidant au moment où le malade est placé. Donc il faut dire que parfois, enfin souvent, les premières semaines, c'est le soulagement. Je ne dirais pas que c'est le veuve joyeux, c'est le soulagement, mais en même temps, alors là, il y a plusieurs hypothèses, ça dépend des gens. Il va y avoir soit le recours aux addictions, ce qui n'est pas mon cas, enfin, sauf si on peut considérer, moi j'ai fait la fuite dans une espèce d'activisme associatif, je suis au moins dans 4 ou 5 associations où j'opère bien, en quelque sorte, et il y en a d'autres que j'en vois dans mes collègues Marie, dans la femme là, qui sont là presque tous les jours. Ils vont tous les jours voir leur femme à l'EHPAD. Et des fois, elle ne la reconnaît même plus. Moi, c'était mon cas, elle ne me reconnaît absolument pas. Hein, que j'y aille ou j'y aille pas, on ne sait rien. Alors, la différence aussi qu'on voit entre le fait que la personne restait à la maison, on a essayé, nous, aidants, de garder dehors de la civilité, c'est que dans l'EHPAD, là, on va les laisser, si c'est une position éthique ou médicale, peut-être maintenant, les laisser la plupart du temps ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent s'habiller n'importe comment, c'est le cas de ma femme, enfin, ils essayent quand même de limiter les dégâts. Enfin, vous trouvez des chaussures ou des chaussons un peu partout, ça traîne, les malades entrent dans les chambres des uns des autres, même si elles sont toutes. Et les locaux des unités de vie protégée sont faits de manière ce qui est une circulation. Parce qu'il faut que les malades déambulent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de malades, ma femme en premier, qui déambulent constamment, constamment. Elle passe sa journée à tourner dans les pas, en tapant dans ses mains, et avec une logorée, c'est des sons qui sortent, mais c'est incompréhensible. Parfois, elle va répondre comme si elle avait compris, mais ça dure 2 secondes. Et après, elle reprend cette logorée. Et les malades, ils ne sont pas tous au même niveau de maladie. Donc, il y en a qui ont encore un peu de raisonnement, très, très léger. Parce que, bon, les enfants placés plus tôt, hein, ils passent plus tôt que les maris parce qu'ils ne sont pas là pour assister 24 heures sur 24. Donc, la décision de placement va arriver avant. Donc, le malade ne va pas en être tout à fait au même point que ne l'était ma femme, que ne sont les femmes des maris que je vois dans ces choses-là. Bon, notre autre position subjective à nous dans cette phase dite de deuil blanc, c'est une espèce d'indifférence. On a du mal à reconnaître. Voilà, c'est bien que c'était notre femme ou que c'était notre malade, mais c'est plus du tout la même personne parce que à partir du moment où on n'essaie plus de garder les dehors de la civilité, la, c'est pas les soignants que je mets en cause, là, mais on va les laisser faire, on va pas les obliger, par exemple, à mettre des lunettes si elles veulent plus les mettre. D'abord, elles ne voient pas ce qu'elles en feraient puisqu'elles ne lisent plus. Pareil pour la dentition, si elles enlèvent les dentiers, on ne va pas leur imposer, et on n'y arriverait pas d'ailleurs, à leur imposer ce genre de choses. Donc, vous allez voir, même physiquement, la dégradation est terrible, constante. Donc pour nous, Marie, c'est assez difficile de voir cette dégradation physique, autant que mentale, on l'a déjà perdu depuis un moment, mais là, même physiquement, ça s'arrange pas. Donc, et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis incapable de me souvenir des bons moments que j'avais pu passer avec elle. Je n'ai en tête que les mauvais, qui pourtant n'ont duré que sur 1 à 2 ans. Et même si les ordinateurs envoient, quand on a mis des photos, tout ça, une espèce de truc qui défile les photos, donc il y a les siennes à une autre époque et tout. Mais
je n'arrive pas à me remémorer la personne que j'ai aimée qui était là. Alors, ça, peut-être que ça va revenir avec le temps. Et en même temps, c'est la question qui se pose aussi, c'est notre propre, à nous et dans notre propre finitude. Comme disait le médecin, on ne pourrait pas finir en EHPAD. Bah, oui, ouais, certes. Mais quand on visite les EHPAD, là où il y a une unité de vie protégée, vous commencez par entrer dans l'unité où la vie n'est pas protégée, où on peut sortir, où là vous voyez beaucoup de malades en fauteuil qui sont agglutinés près des portes. Et là, j'ai l'impression que c'est bien pire pour eux que ce qui se passe au sein de l'unité de vie protégée, là où il y a les examens. Ah, ça me paraît terrible. C'est une vision assez difficile, effectivement, de ce qu'on n'est pas, malgré tout ce que font les soignants, les aidants, les animations qu'ils font, et tout ça, c'est vraiment une vie pour ce qui est vécu à l'extérieur, quelque chose d'assez difficile. Voilà, donc un peu tout ce que je pouvais dire de mon expérience personnelle. J'ai pas trop parlé des aspects éthiques, il y en a quelques-uns que j'ai pas soulignés, mais que je pourrais souligner. Je sais pas si vous connaissez cette chanson de Barbara que je paraphrase à propos de la maladie d'Alzheimer. Je dis que là, ça prévient, ça arrive, ça vient de loin, c'est presque rien, ça s'est promené de rive en rive, la gueule en coin, et on se dit qu'il faudra bien, à la fin, qu'on y mette un terme. Voilà. Il y a dans le vécu de la maladie d'Alzheimer, Gérard en a parlé à propos des médicaments, ce qu'on appelait avant la neurasthénie, la dépression, des choses comme ça, c'est la question du mal de vivre, qui préexistait peut-être aussi au vivre mal avec la maladie d'Alzheimer. Et très vite, la question va se poser, enfin, va nous être posée par les gens généralement qui sont extérieurs, qui ne sont pas directement concernés ou alors d'un peu plus loin. La question de savoir s'ils ne voudraient pas mieux mourir. La question de l'euthanasie ou du suicide assisté. Ça, je ne me suis jamais posé, ni avec elle quand elle était en état de la comprendre, ni après, bien sûr. Parce que pour cette question, sur cette question-là, qui est très à la mode actuellement, fin de vie, pour ce qui est d'Alzheimer, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Soit trop tôt parce que malade estime qu'il a encore quelques beaux jours peut-être, hein. Il est trop tard parce qu'il n'est plus en état de concevoir la chose, quoi, passer, de pouvoir passer à l'acte. De ce point de vue-là, j'ai rencontré une fois, c'était où Franz Alzheimer tenait un stand de Saint-Cabreux pour parler de la maladie. Et là, une dame venait avec son mari et elle m'a dit qu'elle connaissait très bien la maladie parce qu'elle était pharmacienne. Ah, oui, d'accord. Et le mari, qui était malade, je pensais qu'il avait déjà complètement perdu le sens des choses, mais non, il n'en était pas encore à ce stade, il comprenait très bien. Et la pharmacienne, sa femme, disait, en s'adressant à lui, que si elle était à sa place, elle prendrait la décision de se suicider. Là, et le mari n'avait pas l'air d'accord là-dessus, mais il était déjà bien atteint. J'ai essayé de placer mon truc, comme quoi on ne peut pas dire, on ne sait pas dans quel état, comment ils vont vivre dans la chose. Pour moi, c'est une question totalement indécidable à cette étape-là. Et là, je vois une femme qui se disait avoir été du côté des soignants et sortir ça devant la personne qui était encore en état de comprendre. C'était terrible pour le malade, cette histoire-là. Voilà sur l'aspect éthique de. Non. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas prendre la parole trop longtemps parce qu'il va y avoir de l'écho et que l'important, c'est les échanges. Je vais laisser Sahar relayer les questions et les remarques qu'il y a dans le chat. Et puis,
Non, non, allez-y. Francis et Gérard vont y répondre. Voilà, je me tais. Je parcours un peu le chat. Bon, on a eu une référence, je ne sais pas si vous avez tous pu la lire dans le chat, une référence sur Là où tu vas, euh, donc qui a été postée par Madame Valérie Broussel sur Voyage au pays de mémoire qui flanche. Et elle vous a également précisé l'auteur, donc Étienne Davodo, et l'éditeur chez Futuopolis. Donc ça, il y a eu... alors, bon, les questions techniques, je ne vais pas les relayer. Après, alors oui, un remerciement très particulier à Gérard sur le témoignage très touchant. Je dois vous avouer que j'ai versé ma petite larme parce que c'était exactement ce que j'ai vécu. Donc, effectivement, c'est très touchant. Euh, et puis, alors, il y a Madame Véronique Poiret qui nous indique qu'il existe un organisme qui s'appelle Relais Bien-être, dont le siège, enfin, dans notre région est à Troyes. Et donc, le but est d'aider, s'occuper des aidants. Donc, c'est un séjour de 3 jours dans une résidence de haut standing. Donc, ici, c'est à Vitry-le-François où l'on s'occupe dès l'arrivée de l'aidant. Et il est logé, nourri, voilà, un peu chouchouté, entre guillemets, pour pouvoir reprendre son rôle d'aidant. Et donc, elle vous a laissé également les coordonnées et un mail pour pouvoir la contacter. J'ai Monsieur Gilles Debar qui nous indique que l'entrée en EHPAD de l'aider ne devrait pas être considérée comme un abandon, mais comme une façon peut-être la moins mauvaise d'assumer sa responsabilité, enfin du lien d'aidant avec son aidé. Ensuite, il y a toujours Madame Valérie Broussel qui pose la question des directives anticipées qu'il faudrait peut-être rédiger avant qu'il ne soit trop tard, pour reprendre l'expression. Voilà. Et puis, alors, ça c'est Amandine, je te laisse dire. Non, moi, c'est vraiment un remerciement général sur le fait que, déjà, voilà, on a tous été assez touchés, euh, que c'était authentique, que c'était simple, que vous avez su donner des pistes et des clés, mais vous avez aussi su expliquer euh, à quel point, justement, vous aviez été confrontés à des dilemmes éthiques, à des tensions éthiques dans tout le quotidien, que parfois, en effet, c'était accentué dans certaines phases que Francis a nommées. Voilà, moi je ne vais pas m'étendre, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Peut-être répondre aux questions qui ont été mises. Alors, je crois que Madame Broussel avait posé une question un tout petit peu plus haut sur comment gérer la question du déni du conjoint par rapport à la maladie et l'aidant qui refuse toute aide. Donc peut-être cette question, la question sur les directives anticipées, enfin voilà, les différentes remarques que ça vous a relayées. Et puis après, ce que je vous propose, c'est peut-être que les personnes qui souhaitent prendre la parole, je crois que quelqu'un voulait apporter un éclairage sur les tutelles, le mandat de protection future notamment, prennent la parole. Et puis voilà. Et Madame Véronique Poiret. pardon pour l'écho, je suis désolée. Comme on est tous dans la même pièce. Voilà, allez-y. On ne vous entend pas, il faut désactiver votre micro. Alors, voilà. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à... Non. On ne vous entend pas. Oui, alors je veux bien prendre la parole. En fait, ma question, c'est pour ma maman, hein, qui est en EHPAD. Et donc, son conjoint, elle a 86 ans, son conjoint a 88 ans, et qui, lui, est complètement dans le déni de la maladie et qui continue à aller la voir tous les jours, 3 fois par jour, et qui ne comprend pas qu'elle puisse être malade et qui continue à lui dire, mais oui, tu sais, je te l'ai déjà dit, et donc qui la met en position de stress et qui n'arrive pas à comprendre. Et ça devient ingérable pour le personnel de l'EHPAD, ça devient ingérable pour moi aussi, puisque, bon, c'est pas mon père, hein, c'est un conjoint, voilà. Et du coup, je sais pas comment lui faire comprendre que ben elle est malade. Mais il n'y a pas forcément de réponse. Hein, ne pourrait pas forcément m'apporter de réponse. Je lui ai conseillé France Alzheimer. C'est sur Marseille, donc je lui ai conseillé aussi une association. Mais il refuse en disant ben non, mais elle n'est pas malade.
le déni est quelque chose d'assez fréquent, en particulier quand c'est le conjoint qui est aidant et qui se refuse à considérer que le conjoint est malade. Et comme je l'ai dit, c'est souvent les enfants qui s'aperçoivent que ça pose un problème, en particulier quand il y a le maintien à domicile. Quand c'est en EHPAD, au moins il y a un environnement sécurisé, hein, qui permet d'être un peu plus serein dans la vie ou de la malade. Mais effectivement, le déni, je crois qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Il y aura toujours le refus de considérer que le conjoint est malade. Après, c'est probablement sur le plan psychologique une façon de se protéger aussi soi de cette adversité, hein. Mais l'important, c'est vraiment de veiller à ce que le cadre de vie du malade ne pâtisse pas de ce déni du conjoint, effectivement. Autrement, vous avez raison, c'est tant qu'il n'y a le déni empêche la compréhension de la maladie et donc le bon comportement à avoir. Et, Merci. D'autres questions? Il y a Madame Poirier qui essaye de parler, mais il faut activer le micro. Alors, j'essaye de mon côté de voir si je peux. Peut-être qu'Amandine, elle peut l'activer Moi, j'ai essayé en de tant l'activer. qu'animatrice. J'ai essayé de l'activer de là où je suis, mais ça ne fonctionne pas. Moi aussi, j'essaye de le réactiver, mais. On n'arrive pas, madame. Je suis désolée. On va peut-être donner la parole à Gilles Debar, parce qu'il a posé plusieurs questions dans le chat. Gilles, est-ce que... Ah bah, Et un propos sur le déni. Est-ce qu'il ne faut pas aussi reconnaître le déni? C'est-à-dire que éventuellement dire ben, pour toi, elle est toujours pareille, même si il y a ceci, il y a cela, toi tu la vois toujours avec les yeux en fonction de toute votre histoire. Pour toi, elle n'a pas changé. Parce que si on ne dit pas ça, en fait, on dénie le déni. Et reconnaître le déni, c'est peut-être une première étape pour peut-être réussir à abandonner cette position. Voilà, c'est juste un point de vue. Merci, j'y avais pas pensé. C'est une piste, effectivement. On a aussi l'inverse avec Jean. C'est-à-dire que c'est un malade qui a été diagnostiqué très, très tôt et qui le met en avant vraiment constamment le fait qu'il est atteint par la maladie d'Alzheimer, alors que son niveau de désapprentissage ou même ses pertes cognitives sont encore assez légères. Bon, ça commence à se voir, mais il le met en avant constamment. C'est un des rares cas où j'ai vu que le malade reconnaissait qu'il était malade et qu'il avait conscience d'un certain nombre de pertes. Il est encore au début de la maladie. Il fréquente notre atelier d'art-thérapie, hein, que nous offrons tous les mardis après-midi. Il y vient tout seul, il prend le tram, etc. Et effectivement, ça aide son conjoint. Cette acceptation de la maladie aide son conjoint et lui permet à lui de veiller à son bon état de santé, en particulier à maintenir des relations sociales, à maintenir des activités, à maintenir une curiosité, puisqu'on sait que ce sont les thérapies non médicamenteuses qui permettent, en l'état actuel des choses, de ralentir l'évolution de la maladie, essayer de maintenir un peu d'activité, des relations sociales, des contacts, une curiosité. Il y a un couple de malades, il y a un couple dont l'un est malade qui m'a raconté, ben on va se promener au parc tous les jours, mais maintenant il s'arrête, il regarde les oiseaux, il regarde les fleurs, alors qu'avant on passait. Donc c'est aussi maintenir le plus possible des activités, du lien social, hein, pour ralentir quand même
la maladie. Nous, on est surpris de voir les progrès dans notre atelier d'art-thérapie. On est surpris de voir les progrès des malades, des personnes. Tu parles de Jean. Jean, il n'avait jamais tenu un pinceau. Il était dessinateur industriel. Et maintenant, il faut voir comment il peint. Au début, il a eu du mal, il s'y est mis, etc. Et de voir les malades pendant 2 heures d'atelier d'art-thérapie qui restent concentrés sur leur toile. Nous avons fait une exposition des peintures réalisées par les malades. Et quand quelqu'un vient nous voir, Laure Miller, notre députée, est venue nous voir récemment, on commence toujours par montrer l'atelier d'art-thérapie avec les tableaux qui sont affichés et chacun est surpris de voir ce que les malades peuvent encore faire. On sera encore surpris de voir ce que les malades peuvent encore mobiliser pour faire quelque chose. Il faut les inciter, pas les harceler, hein, les inciter à agir. Je rencontre une fois, il y a une dame qui vient me voir, son mari est atteint de la maladie d'Alzheimer, et puis elle me dit, oui, vous vous rendez compte, il a voulu tondre le gazon, bon, c'est tout, je n'étais pas d'accord, mais bon, il a tondu le gazon, et puis il est revenu, il était fatigué, il était se coucher. Ben, je lui dis, tant mieux, il a fait quelque chose, hein, comme l'épouse de Francis, pardon, je fatigue, l'épouse de Francis qui épluche les légumes, mal, mais et dans les EHPAD, on voit aussi hein, les résidents participer aux activités, parce qu'encore une fois, les thérapies non médicamenteuses, les différentes activités sont tout à fait propices au ralentissement de la maladie, non seulement au ralentissement, mais aussi au bien-être. Hein. Il faut voir les malades, à la fin de la séance d'atelier d'art-thérapie, satisfaits de ce qu'ils ont fait. Hein. Madame Poiré, Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça va beaucoup mieux. Voilà, oui, Oui. voilà, ça y est. Merci pour tout, hein, pour cette visio, c'est super. En effet, tout à l'heure, vous parliez de curatelle, tutelle, Oui, mais il existe aussi le mandat de protection future pour tout à soi-même. fait. Vous avez raison, Véronique, c'est Alors, important. c'est important et c'est parce que certes, c'est payant. Je ne connais pas les prix des autres systèmes, mais par contre, bien évidemment, hein, on n'est pas décidé comme ça, mettre des biens de nos aidés, hein, comme ça. Tout est organisé et orchestré par le notaire. Mais malgré tout, Oui. et c'est l'aidant qui décide de donner à quelqu'un ce pouvoir-là, et ce qui permet d'éviter de passer par la justice. Et comme vous disiez tout à La l'heure, personne aidée hein, qui décide au cas pardon, où. oui, la personne aidée, voilà. Voilà. Donc, au La moment de la personne aidée, signature, donc tout un voilà, chacun d'entre nous, tant oui, qu'on a encore nos capacités à oui, décider, voilà, pouvons dire, au cas où je n'aurais plus la capacité de décider, où je serais atteint d'une maladie me privant d'un bon jugement, etc., je confie mes intérêts à, et donc on désigne le voilà, mandataire. voilà. euh, Ça simplifie, vous avez raison, Véronique, ça simplifie Et vraiment c'est, toutes voilà, les procédures ultérieures. Il c'est suffit ça. de faire constater après que la personne qui a donné le mandat n'est plus en état de gérer ses Hmm, affaires pour que le mandat entre en application voilà. et que le mandataire qui a été désigné. Or, c'est quelque chose qui est très méconnu. Méconnu. Et bien sûr, hein, il y a on ne va pas décider comme ça tout seul, hein, qu'il n'est plus capable, l'aider n'est plus capable de rien faire. Oui, Il y a c'est certificat le juge. médical, Il y aura un il y certificat a plusieurs médical et c'est médecins le hein, juge des tutelles qui mettra le mandat de en protection route. future en application. Voilà. Mais par contre, et après, vous décidez, vous n'attendez plus la décision de justice pour pouvoir acheter quelque chose ou quoi que ce soit pour l'aider. C'est vous qui gérez. Il y a des comptes à rendre une fois par an au notaire par rapport à la gestion des biens et tout ça. Et il faut aussi qu'au moment de la signature, que l'aider soit, c'est pour ça qu'il faut faire ça en amont, Tout à fait. En capacité en de décider. capacité de signer cet acte, hein, que voilà, qu'on ne fasse pas faire Tout à fait, n'importe quoi. Véronique. Voilà, voilà. Et j'ai aussi parlé d'un centre de bien-être là tout à l'heure Hum, dans la discussion. C'est pas moi, hein, hum, qu'il faut pas m'appeler moi, mais j'ai donné les coordonnées de la personne hum, qui s'occupe de ça sur 3. Ils hum. cherchent des aidants parce qu'ils n'ont pas assez d'aidants qui connaissent cette formule. Bon, il y a un Tout à fait. dossier financier à faire, mais enfin, ça dépend des caisses de retraite, mais c'est tellement Hum, facile. hum, Des fois, hum, moi, je viens d'y aller, hein. J'y suis allée 3 jours au mois de novembre. hum, Je me suis demandé si c'était réel ou pas, si j'étais pas sur une autre planète. Mais non, c'était à côté de Vitry de François. N'hésitez pas à les contacter, ils hum, vous orienteront.
bien évidemment, hein, les aider, il faut les faire garder pendant ce temps-là. Enfin, il faut s'organiser autour de tout ça, mais prenez soin de vous, en tout cas. Tout à fait. Voilà, merci. Merci Véronique. De rien. D'autres témoignages, d'autres questions, des explications? Non? Oui, si je peux juste intervenir 2 secondes. Bonjour Gérard, bonjour Francis, bonjour Oui, mesdames. Euh, Moi, il y a un point qui est important qu'on n'a peut-être pas cité. Alors, je suis désolée, je suis arrivée en cours de route parce que j'ai pas pu être là au début de votre discussion, mais c'est l'aspect agressivité ou non-agressivité de la personne. oui, Moi, j'ai un mari qui est très très atteint maintenant, mais j'ai la chance, entre guillemets, qu'il ait un très très bon fond et qu'il ait gardé son caractère sociable, aidant, gentil. Alors parfois, ça pose des problèmes. Bah, Francis, vous évoquiez l'intérêt pour les autres. Bah, mon mari, c'est pareil, quand on se balade dans la rue, il dit bonjour à tout le monde et surtout, il dit bonjour et il s'arrête pour discuter avec tous les petits-enfants. Et parfois, ça me met dans des situations gênantes parce que bon, bah, les gens ne savent pas forcément qu'il est malade. Mais par contre, c'est vrai qu'il a gardé ce côté. Alors bon, c'est comme tous les malades, hein, il y a des moments, ce soir, je l'ai récupéré à l'accueil de jour, il bougonnait, il n'était pas content. Bon, ça arrive il n'est pas toujours charmant, mais ceci dit, il n'a jamais montré de signe d'agressivité et il est agressif quand il sent que moi, ça va pas. Parce qu'évidemment, ce sont des éponges, mais sinon, et je pense que, enfin, pour ma part personnelle, bon, effectivement, dans les critères qui font que je peux le garder à la maison avec moi, il y a effectivement les problèmes ben, comme la continence que vous avez évoqués. Mais le premier critère, je pense que c'est ça. C'est donc, ah bah, tiens, quand on parle du loup, tu peux redescendre 2 secondes, regarder la télévision. Je viens de voir tout de suite. D'accord, j'ai presque fini ma réunion. OK? Tu peux redescendre? Bon, voilà, vous voyez, mais le premier critère, c'est ça, c'est que il n'y ait pas d'agressivité, parce que bon, à l'accueil de jour où je vais, bon, où il est 3 fois par semaine, on a une réunion aidant il n'y a pas si longtemps, et il y avait vraiment des gens qui étaient dans des situations très, très difficiles, des conjoints, parce que la personne est très, très agressive. Et la plupart disaient d'ailleurs, on a l'impression de Mr. Jekyll et Mr. Hyde. En accueil de jour, ils sont charmants. Dès qu'ils arrivent, c'est tout de suite les sourires, bonjour à l'aide-soignante. Et dès qu'on les récupère le soir, ça y est, ils reprennent leur personnalité. Et bon, ça, je pense que ça doit être très, très, très difficile à vivre. Donc, bon, Je pense qu'ils voilà. s'autorisent quand même d'être naturels, entre guillemets, avec les aidants familiers et où ils ont l'habitude. Et je pense que ça, c'est très, très fréquent. Oui, et puis bon, il y a aussi des modifications de comportement, hein, il y a des modifications des altérations du caractère. Bon, quand on a la chance d'avoir la personne qui garde son caractère, bon, après, je sais pas combien de temps, mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est le cas. Et c'est vrai que c'est la violence verbale et aussi physique, parce que bon, ils maîtrisent plus leurs forces, ils savent plus de quoi ils sont capables, donc ça peut être très très dangereux à partir du moment où ils commencent à être violents. Donc ça, pour moi, c'est un peu là où je fixe la barre, quoi, pour savoir quand est-ce que il faudra que j'envisage autre chose que de le garder avec moi à la maison. Oui, il y a Madame Poiret qui Non, peut-être. non, non, je tousse, c'est tout. Pardon, merci. J'ai vécu l'inverse. Ma belle-sœur était très méchante. Et le point de rupture dont j'ai parlé, ça s'est très très mal passé. C'est la police et les pompiers qui ont dû intervenir. C'est autre chose. Oui. mais c'est vrai que l'agressivité est souvent chez le malade l'expression d'un mal-être, hein. C'est pas parce qu'il perd en Mal-être capacité intérieur. cognitive qu'il ne ressent pas les choses. Au contraire, il va les ressentir beaucoup. Et le fait de ressentir une incapacité à, à faire quelque chose, à être empêché de plein de choses, va
peut générer chez un certain nombre de l'agressivité. C'est comme la déambulation, qui est très fréquente, comme l'a dit Francis, chez les malades, parce que c'est un des derniers actes d'autonomie. Je peux encore marcher, je suis quelqu'un, je marche. Hein. Et je vais où je veux. C'est une expression de mon autonomie, la marche. D'ailleurs, j'ai appris ça hier, quand ils ne peuvent plus marcher dans les unités de vie protégées, ils sont sortis de l'unité de vie protégée et remis dans les trucs normaux. Et là, ils ne peuvent plus bouger. Et souvent fauteuil roulant. Et puis... Bah oui. Mais c'est vrai que c'est ça un petit peu qui fait peur. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me fait peur, c'est que la plupart des expériences que j'ai autour de moi, de personnes qui partent en EHPAD, il y a une dégradation physique énorme qui arrive très, très, très vite. Très, Et très bon, moi, rapide. j'ai la chance de pouvoir garder encore en forme mon mari. Je le fais marcher tous les jours. On va à la gym 2 fois par semaine. Et je me dis, le jour où il sera plus à la maison, je pense que bon, il va suivre le mouvement que suivent tous les malades, c'est-à-dire il va se dégrader physiquement très très vite et ça me fait très peur. Il paraît, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui. Oui, oui. donc il paraît que le comportement de ces patients dépend de l'âge de survenue de la maladie d'Alzheimer et que quand elle survient tôt, les patients sont beaucoup plus difficiles à gérer et effectivement ont des troubles de caractère peut-être plus importants. Puis donc, moi j'ai une expérience personnelle puisque c'était avec ma belle-mère. Donc on l'avait prise chez nous, donc on a vécu un peu ce que vous avez dit. Il avait des comportements alimentaires dès qu'on avait le dos tourné qui étaient difficiles à gérer, mais elle était d'un caractère très agréable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée. Une nuit, elle est tombée et on s'en est pas aperçu. Et le lendemain, on n'a pas pu la relever. Et ça a été le critère de décision, Le déclencheur, oui. ouais, pour la mettre en EHPAD. Et puis en fait, j'ai une belle-sœur qui est infirmière. Et quand ma belle-sœur quand mon beau-frère a pris sa retraite, a quitté son travail, ils sont partis à la campagne et elle a repris sa mère chez elle. Et les choses se sont très très bien passées. Elle a pu bénéficier d'hospitalisation à domicile. Et finalement, ma belle-mère effectivement, à la fin, elle quittait plus son lit, mais elle a pu terminer ses jours chez sa fille. Voilà. C'est vrai qu'on n'était pas des conjoints, qu'on était des enfants ou des gendres. Voilà. D'autres interventions? Une dernière question. On peut entendre une question, une intervention? Non? On va peut-être conclure alors. Grand merci. Écoutez, oui. On est arrivé au terme de ce webinaire. Enfin, j'espère qu'il vous a permis d'éclairer, ne serait-ce que partiellement, la complexité des enjeux éthiques inhérents à l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, si on reprend un peu tous les principes éthiques que vous avez évoqués tout au cours de cette intervention sur le fait de devoir, en tant qu'aidant, concilier ces notions de sécurité et de liberté, de trouver la bonne balance entre les deux, de garder toujours à l'esprit le respect de la dignité et la volonté de la personne, de se questionner soi-même en fait sur les décisions que l'on pourrait prendre pour autrui tout en respectant ce principe de proportionnalité, ce qui est quand même pas évident. Vous avez également partagé ces réflexions sur la nécessité d'une vigilance éthique constante face à des situations où s'entrecroisent la vulnérabilité, la solitude et la responsabilité morale de chacun. Donc l'importance également et l'acceptation, parce que bon, certes, les aidants savent que c'est important de se faire aider, mais est-ce qu'ils l'acceptent? Ça, c'est autre chose. L'acceptation, voilà, d'être accompagné en tant qu'aidant, notamment par tous les services que vous leur offrez dans France Alzheimer. Donc voilà, vraiment merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges super riches et je trouve que c'est émotionnellement très impliquant, surtout qu'on a tous plus ou moins vécu des situations similaires. Donc ça nous rappelle quand même un vécu personnel.
Donc, l'ensemble de enfin, je rappelle à tout le monde hein, que l'ensemble de ces interventions seront accessibles sur le site internet et la chaîne YouTube de l'EREJ. Et donc, vous pourrez retrouver toutes ces captations intégralement et toutes les précédentes d'ailleurs en même temps et des documents ressources complémentaires si vous en avez envie. Donc, cette année se termine avec ce webinaire. En tout cas, les activités de l'EREJ se terminent avec ce webinaire. L'année prochaine, va s'annoncer avec de nouvelles thématiques de réflexion éthique. Notamment, on va participer aux consultations citoyennes sur les états généraux de la bioéthique. Donc, on aura besoin de vos avis sur différentes thématiques qui ont été choisies, en tout cas, par le site Champagne-Ardenne. Nous vous contacterons en début d'année pour vous établir un peu le planning de ce qui a été proposé. Et puis, écoutez, je vous remercie pour votre participation, pour la qualité des interventions et des échanges. Et je remercie particulièrement Gérard et Francis, membres de cette super association qui aide les aidants. France Marne Alzheimer et leur présence, leur éclairage d'aujourd'hui. Excellente fin d'année à toutes et Merci. à très bientôt avec de nouvelles réflexions éthiques partagées. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir.